Si l'armée les plus puissantes du Moyen-Orient essaye d'éliminer les Palestiniens morts, oui, non mais la moitié sont de combattants. Attendez que l'on voit, attendez la fin, et on va avoir de très mauvaises surprises, hélas, parce que ce sont nos enfants qui meurent. Mais ça, je respecte tout à fait cela, mais je vous rappelle Jenin. À Jenin, on parlait de... Je préfère qu'il ne meure pas. Moi aussi. Mais à Jenin, on a annoncé un génocide. On a fait un film, on a parlé des chiffres, il y avait 52 ou 54... 500 massacres. Hein. Je dis qu'aujourd'hui il y a une urgence, il y a une impunité. Cher Elias, laissez-moi rendre compte d'une chose simplement qui peut vous intéresser tous. À 3h30 de l'après-midi, j'avais au bout du fil Nasser, qui travaille dans le camp de Jalabia, qui était entouré d'enfants, beaucoup d'entre eux morts, qui me disait, je suis dans ma maison, j'ai 35 personnes dans ma cave, je suis allé, pendant la trêve, je suis allé chercher des tomates. J'en ai trouvé 5 à un prix exorbitant. Je suis dans une situation épouvantable. Faites tout pour qu'on arrête ce massacre. Rien d'autre ne compte actuellement. Il faut arrêter ce massacre. Et ce massacre ne fait que du mal à l'image d'Israël. Israël ne peut pas continuer à vivre avec cette image. Israël doit se rendre compte que son image est détériorée par ce type de situation. Quelles options avait Israël? L'option est facile. L'option a été déclarée par Ehud Olmert lui-même. Écoutez-moi, je vous en prie. Ehud Olmert a expliqué que ce qu'il fallait, c'est 2 États. Il l'a dit au moment où il quittait le pouvoir et au moment où il était remplacé par Tzipi Livni. Il y a une solution, elle est simple, elle consiste à retirer l'armée d'occupation de la Cisjordanie et à revenir à ce que demande le Conseil de sécurité, les résolutions 242 et 338, 2 États vivant en partenariat. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y avait pas d'armée avant 67 et il n'y avait pas un État palestinien non plus avant 67. Il y avait un État arabe dans la région qui est aujourd'hui occupé militairement et colonisé par Israël. Mais alors je vous interromps juste... La Jordanie n'avait pas l'attitude qu'a le Hamas vis-à-vis d'Israël. Je vous interromps même l'Égypte nassérienne. On en vient à l'offensive elle-même. Je vous propose de revoir compilation de ce qu'on a pu voir. Vous parliez d'images, regardons les images de ce qu'on a pu voir sur France 3 depuis le début de l'offensive. Des obus de mortier en territoire israélien. Pas de victimes, mais de sérieux dégâts. Après 6 mois de trêve, les habitants de ce village proche de Gaza revivent dans l'angoisse. Ils craignent de nouvelles attaques palestiniennes. Réplique immédiate de l'armée israélienne. 3 activistes frappés par des tirs de missiles, 1 mort et 3 blessés. Les islamistes du Hamas, qui contrôlent la bande de Gaza, appellent à la vengeance. C'est eux qui auront pu le cessez-le-feu avec le soutien d'une population écrasée par 6 mois de blocus économique. Avions de combat et hélicoptères d'assaut, la riposte israélienne fut dévastatrice. Une trentaine de missiles largués sur plusieurs cibles. Le quartier général de la police n'a pas résisté. Bilan provisoire, au moins 205 morts et plus de 700 blessés. L'aviation israélienne a pris pour cible les bureaux du Premier ministre du Hamas, Ismaël Haniyeh, ainsi que des tunnels reliant Gaza à l'Égypte au sud du territoire palestinien. De son côté, le Hamas a tiré une vingtaine de roquettes, dont plusieurs ont touché pour la première fois la ville de Beersheba, située à 40 km de Gaza. Au 6e jour de son offensive sur Gaza, Israël a de nouveau frappé très fort. 2 missiles lâchés sur un bâtiment de 5 étages dans ce camp de réfugiés au nord du territoire palestinien. Un raid ciblé, l'homme à abattre était un responsable politique du mouvement islamiste Hamas. L'homme a été littéralement déchiqueté à l'intérieur de sa maison avec ses 4 épouses et 3 de ses enfants. Au 7e jour de son offensive sur Gaza, Israël poursuit sans relâche ses raids ciblés sur le territoire palestinien. Hier, 2 missiles sur 7 immeubles ont tué l'un des chefs politiques influents du Hamas ainsi que sa famille. Des tirs d'obus israéliens viennent de frapper une école de l'ONU où s'étaient réfugiées des dizaines de familles. On compte au moins 40 morts, selon un premier bilan. Des femmes, des enfants, des vieillards. Sur le terrain, les unités d'élite tentent toujours d'avancer en profondeur.
de jour comme de nuit, les opérations commando se multiplient. Ouais, nous en sommes des commentaires sur parce que je suis choqué. J'aimerais vous dire une chose, je suis pas le seul, je pense qu'on est nombreux à être des Européens, à vivre en Europe et en Occident et à voir la couverture médiatique, et on a l'impression que la propagande israélienne fonctionne jusque-là. Là, ce qu'on vient d'entendre, en une phrase, c'est le Hamas qui a rompu la trêve, c'est tout ce qui est dit, c'est la légitime défense d'Israël. Et puis, dans le massacre, on met en évidence qu'on est en train de cibler un certain nombre de membres du Hamas. La réalité, elle est qu'aujourd'hui, les organisations de solidarité, les Nations Unies, qu'est-ce qu'elles disent? Tous ceux qui sont sur le terrain, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, vous ne vous rendez pas compte de ce qui est en train de se passer, c'est un massacre de civils, c'est un massacre d'une population. Alors moi je trouve très cynique, je suis désolé de vous le dire, d'entendre dire, mais alors si on bombarde autant, pourquoi il n'y a pas plus de morts? Où sont-ils? Attendez, quand même, je veux dire, vous pouvez en arriver à ce cynisme-là? Les gens sont... C'est du cynisme, vous êtes dans le calcul et en essayant... Non. Je pense une seule chose, c'est que quand on entend... C'est pas à l'aveugle. Attendez, un massacre, c'est Hama, 82, quand Assad liquide 20 000 frères musulmans. Ça, c'est à l'aveugle. Attendez, quand on frappe une école et puis qu'on tue les gens et qu'ensuite on essaye de... quelqu'un a ciblé une école? Attendez. Oui, après on dit, il y avait des gens du Hamas et que l'ONU est en train de dire, il n'y avait aucune personne du Hamas, il n'y avait aucun militant, il n'y avait aucun militaire. Je veux dire qu'aujourd'hui, je ne comprends pas comment vous pouvez être assis ici, voir ce qui est en train de se passer et ne pas prendre une position simple, qui est la seule qui soit la condamnation totale et absolue de ce qu'on est en train de voir et ne pas essayer de tourner ceci en compassion n'est pas raison. Israël est victime. C'est pas une compassion, c'est de la justice. Que si. Non, je suis pas du tout dans la compassion, je suis dans l'ordre de la justice. Madame, je comprends parfaitement votre réaction et je comprends parfaitement votre émotion. C'est celle que moi j'ai éprouvée de mon côté dans des circonstances différentes. Vous n'éprouvez pas là? Écoutez, oui, Est-ce que bien vous sûr. là? Mais écoutez, est-ce que vous condamnez ça? On ne fait pas ici une discussion à l'estomac. Bien sûr que non, je ne le condamne pas. Vous ne condamnez pas ça? Non, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais ça vous suffit. C'est-à-dire que les civils palestiniens ont moins de droits que les civils israéliens. Mais moi, si vous voulez, je ne fais pas un débat à l'estomac pour vous raconter la pauvre femme du kibbutz Metzer et de son fils qui a été poignardé dans la nuit. On peut aller loin comme ça et on n'ira pas très très loin. Je vais plutôt vous dire ceci. Il me semble que dans cette affaire, il y a un jeu d'échecs derrière ces choses affreuses qui, bien entendu, ne me plaisent pas plus qu'à vous. Ça, je m'en doute. Mais, d'ailleurs, je ne vous accuse pas de vous complaire dans les massacres qu'ils ont pu avoir dans l'autre camp. C'est pas du tout mon but de vous stigmatiser. Mais en revanche, ce que en passant, vous le faites, mais allons-y. Mais non, vraiment, ce ne sont pas des formules, c'est vraiment ce que je pense. Ce sont des formules, monsieur. Condamnation de tout meurtre de civils, parce que ce sont des meurtres. Non, vous ne pouvez pas, parce que vous allez vous mettre dans une situation impossible. Mais allons-y maintenant. Le problème, c'est que Sharon gagne des élections contre tous les colons qui ne veulent pas partir, en enlevant un petit nombre pour commencer, et en disant, en évacuant Gaza, Israël n'a pas diminué sa sécurité, elle l'a augmentée. Et cette phrase, malheureusement, est démentie par d'abord le djihad islamique, qui est le faux-nez des services secrets iraniens, et qui entraîne Hamas dans une logique où probablement, là je vous rejoindrai, on aurait dû faire quelque chose pour qu'ils ne se joignent pas. Mais le fait est là. Et à partir de là, eh bien c'est très simple. Il faut évacuer la Cisjordanie, il faut cet État palestinien. Mais vous savez que l'aéroport de Lod, qui a d'ailleurs été utilisé partiellement par l'autorité palestinienne avant la construction de l'aéroport de Gaza, est à 12 km de cette frontière. Imaginez une roquette, comme je dois dire en bon français, qui tombe sur un avion. C'est-à-dire que le seul aéroport d'Israël est inexistant. Autrement dit, la stratégie de la tension, consistant à rendre, non pas gravissime, mais inopérante la vie dans une trentaine de communes israéliennes autour de la bande de Gaza, est une stratégie qui a été faite délibérément, parce que depuis très longtemps, vous votez pour le Likoud. Et vous souhaitez que la droite la plus dure en Israël perdure, parce que vous ne voulez pas de ce règlement. Or, Mahmoud Abbas est d'une autre opinion, et Al-Fatah est d'une autre opinion. Donc, je pense pour ma part que si le parti Kadima et le parti travailliste qui souhaitent rendre la Cisjordanie assez vite, et en évacuant la quasi-totalité des implantations qui seront sur ce territoire, et Gunolmert, dans son discours de démission, a annoncé que 100% du territoire